Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 septembre 2025 et nos amis Pep Escobar et le professeur Marandi sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Salut tout le monde, et voici la tasse Mao. Ce que je veux dire, c'est que la révolution n'est pas un dîner mondain, comme Mao le disait, mais elle peut commencer avec Mao dans une tasse de thé. Oui, merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Commençons, professeur Marandi, par ce qui se passe concernant le cas du Qatar. Israël a attaqué le Qatar, l'a bombardé et il voulait tuer le chef du Hamas au Qatar. Et nous savons que le système de défense du Qatar n'a rien fait. Et les États-Unis, qu'est-il arrivé selon vous? Quelle était la raison principale? Pourquoi les États-Unis? Pensez-vous que les États-Unis ont informé le gouvernement qatari et qu'ils font semblant de ne pas être au courant? Je pense que peut-être quelque chose. J'ai parlé à certains de mes contacts américains, et ils disent que non, ils n'ont pas informé Doha. Vous savez, cela n'a vraiment aucune importance. Pensez-vous que si les Américains avaient prévenu le Qatar, cela aurait changé quelque chose? Ou pensez-vous que le gouvernement qatari aurait informé la direction du Hamas de rester à l'écart de ce bâtiment? Ils seraient restés silencieux et n'auraient rien fait. Le Qatar, malheureusement, comme les Émirats, même s'ils se détestent, comme les Saoudiens, même s'ils se détestent, comme les Bahrainis, même s'ils se détestent, ce sont des proxys. Les États-Unis n'ont aucun respect pour eux. L'empereur est venu au Qatar, il est venu en Arabie Saoudite, il est venu aux Émirats. Et ils lui ont tous offert des cadeaux, et des centaines de milliards de dollars, voire des milliers de milliards ont été promis, qu'ils aient cet argent ou non. C'est un tout autre problème. Les Qataris lui ont offert un avion de 400 millions de dollars. Et qu'a-t-il fait? Rien. Être un proxy des États-Unis ne signifie pas que vous êtes en sécurité. Demain, les Israéliens pourraient bombarder Riyad et éliminer Mohammed Ben Salman. Ils pourraient éliminer la direction du Qatar. Ils pourraient éliminer Mohammed Ben Zayed. Et personne à Washington ne les arrêterait. Et ces régimes s'effondreraient parce qu'ils ne sont pas de vrais pays. Ce sont des dictatures familiales, leurs clans. Ils vont s'effondrer. Dans le cas du Qatar et des Émirats, ils ont plus de serviteurs sous contrat et d'esclaves. Bien plus de serviteurs sous contrat et d'esclaves que de citoyens. Tout va s'effondrer. Cela montre donc, et je pense personnellement que c'était une décision insensée et qu'elle ne sert pas les intérêts du régime israélien ni ceux des États-Unis. Cela sert clairement les intérêts de Netanyahou, tout comme toutes les guerres ont servi ses intérêts. Mais aucune de ces guerres n'a servi les intérêts de l'Empire ou du régime israélien en tant qu'élément clé ou partie de cet empire, parce qu'ils ont discrédité tous ceux qui sont associés à l'Occident. Tout le monde est désormais discrédité. Personne dans le camp occidental n'est à l'abri, peu importe à quel point ils sont obéissants. Erdogan a soutenu les États-Unis dans leur guerre sale et leur expansionnisme à travers la région. L'Arabie saoudite a passé des décennies à soutenir la politique américaine sur tous les plans. Le Qatar a fait de même, chacun à sa manière. Les Émirats, aucun d'eux n'est en sécurité. Pensez-vous que les États-Unis vont sanctionner le régime israélien? Pensez-vous que l'Union européenne va marginaliser Netanyahou et le régime demain après ce qu'ils ont fait au Qatar? Le Qatar a financé tout cela, leur offrant des cadeaux somptueux. Chaque fois qu'un haut responsable politique occidental se rend au Qatar, il repart avec assez d'argent pour s'acheter au moins une voiture de luxe.
Au moins, ils leur offrent des montres bracelets en or massif. Ils achètent tout le monde autant qu'ils le peuvent. Mais dans quel but? À quoi cela sert-il? On peut être bombardé et personne ne fera rien. Aucun système de défense aérienne n'a été activé. Mais ce qui est tragique, c'est... Quelqu'un pense-t-il que la base aérienne d'Al Udeid au Qatar qui accueille le CENTCOM, la base avancée du CENTCOM, quelqu'un pense-t-il que les Qataris vont demander aux Américains de partir? Est-ce que les Américains vont être priés de partir de quelque part dans la région du Golfe Persique après cela? Bien sûr que non, car ce sont des régimes fantoches. Ils n'ont pas de soutien populaire. Aux Émirats, la population soutient la résistance palestinienne, mais le régime émirati condamne l'attaque à Jérusalem ou Al-Quds. Il tue 100 Palestiniens par jour à Gaza depuis 2 ans maintenant, et les Émiratis ne publient aucun communiqué. Ils n'en publient un que lorsqu'un petit nombre d'Israéliens sont tués. Mais cela ne va pas les aider. Si le régime israélien, si et quand il décide d'agir contre les Émiratis, est-ce que tout cela va les aider? Non. Bien sûr que non. C'est, je pense, un moment important et très historique. C'est un moment clé. Le Qatar et Erdogan ont tout fait pour aider les Américains dans cette région, et d'ailleurs, ils ne sont pas des alliés de la résistance. Le Qatar a contribué à affaiblir l'axe de la résistance au Liban, en Syrie et au Yémen. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera affiche de la sympathie pour la Palestine, mais elle ne finance pas la résistance. Elle n'aide pas la résistance. Et la seule raison pour laquelle le Qatar et la Turquie accueillent des responsables du Hamas, c'est parce que les Américains les y autorisent. C'est parce que les Américains pensent qu'ainsi, ils disposent d'un certain levier. Car le Qatar s'occupe des Palestiniens, il leur offre de bonnes conditions d'hébergement, il leur apporte un soutien financier. Et de cette manière, les Américains estiment pouvoir créer des divisions entre la branche politique et la branche militaire, ce qui, jusqu'à présent, a échoué. Mais tel était l'objectif. Si les Américains avaient dit au Qatar de fermer les bureaux du Hamas à Doha, pensez-vous que les Qataris auraient dit non? Bien sûr que non. C'est la même chose à Istanbul. Rappelez-vous, quand Erdogan a arrêté ce pasteur en disant qu'il était impliqué dans le coup d'État, les Américains ont imposé quelques sanctions à la Turquie et il s'est agenouillé. Erdogan s'est agenouillé. Même s'il avait été condamné par les tribunaux turcs en Turquie, Erdogan l'a remis aux États-Unis. Pensez-vous que si les Américains disent à Erdogan de fermer les bureaux du Hamas en Turquie, il dira non? Bien sûr que non. Mais c'est une leçon à retenir pour les gens du monde entier. Je ne parle pas des régimes eux-mêmes, mais des personnes à leur solde, ainsi que des gens ordinaires à travers le monde. Cela ne vous protège pas d'être un agent des États-Unis, un proxy des États-Unis, ou si je veux être plus indulgent, disons un allié des États-Unis. Même si aucun de ces pays n'est véritablement un allié des États-Unis, ce sont tous des proxys. Donc à mon avis, Netanyahou a gravement nui aux États-Unis. Et cela a eu un impact en Iran, un impact énorme. Les 2 dernières années ont été un processus d'apprentissage pour beaucoup de gens en Iran, pour les libéraux et les jeunes, l'Holocauste à Gaza, puis la guerre non provoquée illégale, la Blitzkrieg qui a eu lieu alors que l'Iran négociait, et même les libéraux en Occident et les Européens qui s'opposaient à Trump soutenaient tous cette agression. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique a menti afin de faciliter l'attaque et ne l'a jamais condamné. Tout cela a été un processus d'apprentissage. Mais aujourd'hui, l'argument final avancé par les libéraux en Iran est que si nous changeons simplement notre comportement envers les États-Unis, nous aurons la sécurité. Qu'est-ce que l'Iran peut faire que le Qatar n'a pas déjà fait?
L'esclave parfaitement obéissant n'a aucune protection. Donc cela ne fait que renforcer l'argument avancé par l'imam Khomeini et l'ayatollah Khamenei après lui. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis, on ne peut pas faire confiance à l'Empire, et il faut rester ferme et intransigeant dans ses principes, car l'Empire est impitoyable et il est maléfique. Il n'y a rien d'autre à tirer de cela, Nima. Il n'y a aucun moyen pour les Américains de donner un sens à cela, pour les peuples du monde entier. Les Américains auraient pu empêcher cela. Il ne fait aucun doute que les Américains étaient impliqués. La dernière proposition de cessez-le-feu a été, à mon avis, présentée par les Américains afin que les Israéliens puissent mener cette opération. Et le régime qatari, selon CNN, je l'ai tweeté, quelques minutes avant l'attaque, CNN avait déclaré que le Qatar faisait pression sur le Hamas pour accepter la proposition américaine. Donc je ne dis pas que le Qatar était impliqué dans l'assassinat, mais il faisait partie de ce processus visant à rassembler ces personnes. Et ensuite, les Américains donnaient le feu vert au régime israélien pour attaquer. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'Iran. Bien sûr, l'Iran savait que le régime israélien allait attaquer. J'en étais même informé par des personnes. Vous m'avez dit pendant l'émission qu'Israël allait attaquer. Oui. Mais de toute façon, les Iraniens savaient. Les Iraniens se sont trompés dans le sens où ils ne pensaient pas qu'on allait s'en prendre à la direction. Ils pensaient qu'on allait attaquer des bases et le programme nucléaire, et ils ne pensaient pas qu'on allait tenter de mener une opération de changement de régime, comme on l'appelle en Occident. Mais dans tous les cas, les Iraniens négociaient. Des négociations indirectes avaient lieu avec les Américains, alors qu'ils conspiraient contre l'Iran. Et dans le cas du Qatar, c'est la même chose. Le Hamas menait des négociations de cessez-le-feu lorsqu'ils ont été attaqués par les Israéliens avec le soutien américain. On ne peut pas négocier avec les Américains. On ne peut certainement pas négocier avec le régime israélien. Je pense que cela a été une erreur et une mauvaise évaluation catastrophique de la part du régime israélien. Mais encore une fois, cela sert les intérêts de Netanyahou et de ses alliés fanatiques. Mais pour Israël, c'est, je pense, catastrophique. Pour les États-Unis, c'est sans aucun doute une erreur catastrophique. Pepe, vous pouvez compléter ce qu'a dit le professeur Marandi, mais il semble que l'attaque ait échoué. Oh, pardon. J'ai juste envie de m'exterminer après tout ça. C'est déprimant au-delà du cosmique. Explication brillante. Il n'y a rien à ajouter. Bon, question. Je vais complètement changer de sujet. Je suis pas d'humeur à parler de quelque chose qui nous pousse au suicide, comme cette situation. Sachant que je reviens d'un dîner extraordinaire ici à Pékin et que je suis totalement dans une ambiance chinoise. Mais les métaphores chinoises m'échappent pour dire ce que nous devrions faire à propos de cette bande sioniste. Et je préfère ne pas le dire en direct, mais tu as une assez bonne idée de ce que je dirais à ce sujet. Donc, encore une fois, je bois à la santé de mon ami Mao, et je vais changer de sujet pour parler au moins de quelque chose d'auspicieux. Juste avant que tu commences, Pepe, puis-je ajouter une chose? Just before you begin, Pepe, can I just add one thing? Yeah, go ahead, Professor Marandi. Because after the Parce qu'après que Pepe aura changé de sujet, je discuterai probablement de ce que Pepe voudra aborder. Je pense en fait que, et je dois choisir mes mots avec soin, je dois formuler mes phrases avec précaution. Je pense en fait qu'avec un peu de chance, personne n'a été martyrisé. Nous devrons voir. Nous avons vu différents rapports. Évidemment, le chef du Hamas est une personne déterminée, et ils veulent l'écarter. Je ne veux pas trop entrer dans les détails concernant les calculs du régime israélien, car peut-être qu'ils essayent d'éliminer certaines personnes au sein de la direction politique du Hamas, et pas tout le monde. Ils veulent modifier l'équilibre au sein de la direction politique du Hamas. Je ne sais pas quel est leur objectif.
Mais il y a de nombreuses choses auxquelles on peut penser. I don't know what their objective is, but there are many different things that you can think of. But I think at the end of the day, ultimately, Mais this je pense qu'au bout du compte, cela renforce la résistance. Cela renforce l'axe de la résistance. Parce que la logique de l'axe de la résistance est claire comme le jour pour ceux qui veulent garder les yeux ouverts, qui veulent avoir les yeux ouverts. Ceux qui veulent garder les yeux fermés et les maintenir fermés, ces gens-là, ces intellectuels à la solde, ces centres religieux et culturels financés par ces régimes de l'OTAN ou de la région du Golfe Persique. S'ils veulent garder les yeux fermés, ils peuvent les garder fermés. Mais pour tous les autres, c'est une révélation. La sale guerre en Syrie, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous voyons le régime dans le camp américain. Tout cela réveille les gens à la réalité que la seule véritable voie à suivre est celle choisie par l'axe de la résistance. Tout le reste n'est que non-sens. Tout le reste est faux. Tout le reste relève de l'apaisement. Et tout le reste affaiblit la région tout en renforçant le sionisme et l'empire. Et je pense qu'être un serviteur, un agent, un proxy des États-Unis, un proxy parfait, et pourtant être malmené de cette façon, ouvre les yeux à beaucoup de gens. Les gens ne peuvent plus fermer les yeux, qu'ils travaillent pour le Qatar à Londres, pour les Saoudiens en Afrique, ou pour les Émiratis au Soudan ou ailleurs. Ils voient la réalité d'être un proxy occidental et les conséquences qui en découlent se dérouler sous leurs yeux. Je pense qu'en réalité, en mettant de côté le martyre potentiel des personnes, cela nuit au régime israélien. Je pense, professeur Marandi, que vous devriez mentionner la différence entre la façon dont le système de défense qatari a réagi à l'attaque israélienne et ce qu'il a fait pendant la guerre entre l'Iran et Israël. Ils aidaient Israël de toutes les manières possibles. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'ils n'ont rien fait contre cela. Et comment les avions sont-ils arrivés là-bas? Comment sont-ils arrivés? De l'intérieur. Comment cela a-t-il? C'est l'une de deux choses. Soit les Saoudiens et les autres étaient complices, soit toutes ces armes qu'ils ont achetées pour des centaines de milliards de dollars, pour des milliers de milliards de dollars, ne sont que de la camelote inutile. En d'autres termes, les Américains les ont tout simplement arnaqués et ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Désolé, Pepe. Pepe, changeons de ton pour faciliter ton propos. Mon Dieu, c'est tellement déprimant. Vous n'avez aucune idée, ni vous deux, ni notre public. Vous savez pourquoi je veux changer de sujet? Parce que je veux parler de choses qui ne sont pas déprimantes. Exactement le contraire. D'accord. Donc, encore une fois, un toast à mon ami Mao. Et revenons à la semaine dernière. Vous savez ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai été entre la Russie et la Chine. Évidemment, c'est l'avenir. Donc j'ai quitté l'Otanstan pour aller à Tianjin. Mais j'avais que quelques heures, parce que mon vol de Pékin à Vladivostok, j'ai dû retourner à l'aéroport pour pouvoir aller à Vladivostok. Donc j'ai vu un peu le sommet de l'OCS, pas trop, mais au moins j'ai ressenti l'ambiance de Tianjin et celle du sommet. Donc, entre dimanche et lundi, nous avons eu le sommet de l'OCS, qui était l'équivalent miroir du sommet des BRICS à Kazan l'an dernier en Russie. Les BRICS, l'année dernière, ont pris de l'ampleur et ont commencé à montrer, d'accord, de quoi s'agit-il vraiment. Cette année, l'OCS a fait exactement la même chose, en incluant certains des principaux acteurs des deux côtés. Et c'est là que nous assistons à des scènes absolument extraordinaires, entre l'ancien triangle Primakov, Russie, Inde et Chine ou RIC, où les dirigeants se parlent, se tiennent la main, rien dans les couloirs, et plaisantent probablement à propos de vous savez qui. C'est cette image qui a fait le tour du Sud global, où elle a été accueillie avec joie, bien sûr, et dans le Nord global avec quoi d'autre?
Vous savez, des accès de désespoir. Bien sûr, pourquoi le Eric parle-t-il ainsi, vous savez, si familièrement les uns avec les autres? Ce n'était que les 2 premiers jours. Personne ne savait ce qui allait se passer le lendemain, ce qui était encore plus important. Vladimir Poutine arrive à Pékin, vient ici à Pékin, est reçu à Zhongnanhai, la résidence officielle de la présidence chinoise, ancien palais impérial. Si vous avez une audience à Zhongnanhai et une conversation privée à Zhongnanhai, c'est le sommet du sommet du sommet. Il n'y a rien de plus élevé que cela. Poutine et Xi, mardi, le lendemain de la fin de l'OCS à Tianjin, ont passé en revue en détail le partenariat stratégique Russie-Chine. They reviewed the Russia-China strategic partnership in detail, and that was the preparation for the day after. Et cela a servi de préparation pour le lendemain, lorsque nous avons eu à nouveau le défilé ici. 80 ans depuis la victoire contre l'agression japonaise et le chapitre asiatique du fascisme nazi. Y compris, bien sûr, quelque chose que personne en Occident ne connaît, le nombre stupéfiant de victimes chinoises, qui pourrait atteindre 20 millions. Personne en Occident, à part quelques spécialistes, ne connaît cela en détail. Et bien sûr, ce n'était pas une démonstration de force de la part des Chinois. C'était essentiellement une superpuissance confiante, pour la première fois, montrant ce qu'elle possède, au cas où elle serait attaquée. Oh, vous voulez nous attaquer? Très bien. Allez-y, nous sommes prêts. Bring it on. We are ready. This was the very polite, sophisticated message. C'était un message très poli, sophistiqué, dans un défilé chorégraphié à la perfection, absolument impeccable, d'une grande richesse. Ce week-end, je suis allé à une exposition sur la culture et l'art de Dunhuang, les grottes de Mogao. Vous savez, ce raffinement que l'on retrouve dans une culture capable de mettre en scène une exposition sur les premiers siècles de la route de la soie, en fait. Une telle finesse, une telle profondeur. Cela a été, en un sens, reproduit dans ce défilé. C'était magnifique à regarder, et ce n'était pas agressif. Même avec toutes ces armes létales exposées, ce n'était pas du tout agressif. En fait, cela s'est terminé par ce que je qualifierais même de jeu enfantin et ludique, lorsque des avions de chasse ont dessiné un 80 dans le ciel bleu de Pékin ce jour-là. In the blue skies over Beijing on that day, you know. So there was something absolutely startling. C'était donc quelque chose de vraiment surprenant à voir. Et cela fait maintenant 4 jours que je suis ici. J'ai donc eu le temps de parler à quelques personnes à Pékin. Les gens étaient stupéfaits. Et en même temps, c'est d'ailleurs ce dont nous parlions il y a seulement quelques minutes avant que je vous rejoigne pour le dîner. L'un des universitaires m'a dit: nous étions très peu sûrs de nous auparavant. Nous n'avions pas assez confiance en nous. Les Chinois avaient en quelque sorte un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Mais peut-être que nous commençons à le dépasser. Peut-être que nous atteignons un nouveau palier. Et ce qui s'est passé entre Tianjin et le défilé à Pékin en l'espace de 2 jours, c'était la partie prometteuse de ce que j'essayais de vous transmettre. Et j'espère aussi à notre public. Et j'ai été profondément ému parce que je n'ai pas pu voir le défilé, ayant fait le choix d'être au forum de Vladivostok. Je pense que c'était la bonne décision, car ce que j'ai vu à Vladivostok après ces quelques heures passées à Tianjin durant toute la semaine était aussi surprenant que ce qui s'est passé à Tianjin et à Pékin. J'ai vu essentiellement la direction russe pleinement engagée, non seulement dans le développement de l'Arctique et de l'Extrême-Orient, vous savez, tout l'immense Est de la Sibérie, mais maintenant, il crée un nouveau corridor logistique. Il crée un corridor logistique pour l'Asie du Nord-Est, ce que les Chinois définissent à juste titre comme la route de la soie arctique. La dénomination russe est la route maritime du Nord. La dénomination chinoise, accrocheuse. Et cela vous donne l'esprit et le rêve inhérent à la conquête de l'Arctique, à la conquête de la Sibérie, pour finalement la transformer en un corridor de connectivité.
et c'est le corridor de connectivité du XXIe siècle, le corridor de connectivité du futur. Ainsi, les tables rondes les plus importantes à Vladivostok, c'est un forum exceptionnel. Ce n'est qu'en y allant que l'on comprend, car on y voit tous ceux qui vivent à l'est de l'Oural, représentés, y compris les populations autochtones, les populations originelles. On y voit les gouverneurs provinciaux, on y voit les dirigeants des grandes entreprises qui investissent dans la partie orientale de la Russie, qui est gigantesque, 10 fois plus grande que l'Europe. It's gigantic, 10 times bigger than Europe. And you can talk to them and you can see them if they believe in Et vous pouvez leur parler et voir s'ils croient en ce rêve, qui est l'équivalent russe de ce que les Chinois ont commencé à faire en 1999 avec leur campagne « Aller vers l'Ouest », qui visait essentiellement à développer le Tibet et le Xinjiang en particulier. Les Russes font ce que les Chinois ont fait d'Est en Ouest, les Russes le font d'Ouest en Est, c'est-à-dire l'Arctique et l'Extrême-Orient. Et ils investissent autant qu'ils le peuvent pour transformer ces différentes oblasts en économies de haute technologie, tout en créant des conditions favorables. Par exemple, lors de certaines tables rondes, il y avait de nombreux hommes d'affaires sud-coréens, pas seulement des Russes et des Chinois. Des Sud-Coréens étaient également présents. Les Mongols étaient aussi là, pour des raisons évidentes, à cause du projet Force de Sibérie 2. Mongolians for obvious reasons, because the power of Siberia too. The announcement that they clinched the deal, the announcement came. L'annonce qu'ils avaient conclu l'accord a été faite lors du forum de Vladivostok. Il s'agit donc de la question du pétrole et du gaz, dont la Sibérie et l'Arctique regorgent, ainsi que du corridor de connectivité. Comment peut-on établir un corridor de connectivité dans l'Arctique? Parce qu'il faut une flotte de brise-glace nucléaire. Quel est le seul pays au monde à posséder une flotte de brise-glace nucléaire? 8 déjà en service, 2 en construction et 2 autres en projet. Sans compter les autres qui ne sont pas nucléaires. Cela signifie que 365 jours par an, 24 heures 24 et 7 jours 7, ce corridor de connectivité sera opérationnel, peut-être d'ici 2026 ou 2027. Pour donner une idée, lors de l'un des panels, le PDG de Rosatom, qui est l'entreprise nucléaire d'État en Russie, a présenté en détail, pendant une demi-heure, ce qu'il prévoit de faire, ainsi que les défis à relever. Notamment, la nécessité de trouver des financements pour l'ensemble du projet. Ce n'est pas seulement parce que le gouvernement fédéral est fortement impliqué, mais aussi parce que Poutine considère cela comme un projet personnel. Il y est personnellement investi. Il voit cela comme une question de sécurité nationale et comme le grand projet de développement de la Russie au XXIe siècle. C'est énorme. Énorme. Donc vous savez, la première partie de la plénière, par exemple vendredi dernier, était la session plénière. Poutine, bien sûr, a prononcé son discours. La première partie de son discours portait là-dessus. Puis il en vient au point culminant. Et ce point culminant, c'est qu'il a cette belle formulation, le corridor transarctique. Le corridor transarctique va devenir le canal de Suez du XXIe siècle. Et les Russes sont en tête. Et ce sont les Russes qui le construisent. Bien sûr, les Chinois veulent aussi participer. Les Sud-Coréens veulent aussi participer. Même les Nord-Coréens également. Kim Jong-un et Poutine ont aussi parlé de la route de la soie arctique lorsqu'ils se sont rencontrés en face à face. Voilà donc tout le jeu prometteur, qui contraste directement avec ce que Mohammad a brillamment expliqué, à savoir que notre réaction, non pas en tant qu'analyste géopolitique, mais en tant qu'êtres humains, c'est au-delà du déprimant. Y a-t-il une solution? Oui, il y en a une. Nous savons tous quelle est la solution. Malheureusement, cela n'arrivera pas, se débarrasser de cette secte de la mort. La question est donc, comment la planète va-t-elle se débarrasser de la secte de la mort? Ce ne sera pas l'ONU. Je suis désolé, ce ne sera pas une réunion extraordinaire des BRICS comme celle d'hier, qui était franchement assez médiocre, pour être honnête. Même si nous n'avons pas eu ce que Poutine a dit,
C'était particulièrement intéressant. Le Kremlin a interdit la diffusion des propos de Poutine. Il a donc probablement dit quelque chose de très très dur, et le Kremlin préfère garder cela secret. Nous avons donc vu ce que Lula a dit. Des platitudes, désolé. So we saw what Lula said, platitudes, I'm sorry. We saw what Xi Jinping said, also platitudes, I'm sorry. Nous avons vu ce qu'a dit Xi Jinping. Là aussi, des platitudes, je suis désolé. Mais Poutine a probablement dit la vérité, et nous ne savons pas ce que c'était. Mais c'était sans doute un appel aux armes, au sens figuré, pour les BRICS. Du genre, les gars, il faut qu'on se ressaisisse maintenant, sinon ils vont s'en prendre à nous un par un, ce que les Américains font déjà. Et les partenaires des BRICS aussi. Il y a une révolution de couleur en cours en Indonésie en ce moment même. Une révolution de couleur commence également au Népal, à l'instant où nous parlons. Donc, au moins je préfère vous laisser, vous, notre public, avec cette semaine extraordinaire et prometteuse, à l'échelle de la Russie, de la Chine et de l'Eurasie la semaine dernière, qui a changé les règles du jeu. Le jeu se joue désormais à un tout autre niveau. Les Américains n'ont absolument aucune idée de la façon dont cela va évoluer. How this is going to proceed. The only thing, for instance, that registers in the mind of the... La seule chose, par exemple, qui retient l'attention du maître de piste du cirque à Washington, c'est « Ah, peut-être que nous pouvons conclure beaucoup de nouveaux accords avec la Russie, essayer d'obtenir de nouveaux accords avec Rosatom ou même avec Rosneft. » J'ai confirmé cela à Vladivostok. ExxonMobil et Rosneft discutent déjà depuis 6 mois de la possibilité de revenir sur le projet gazier de Sakhalin et d'autres investissements dans le pétrole et le gaz en Russie. Donc, il s'agit essentiellement d'amener l'oligarchie américaine à refaire des affaires avec l'oligarchie russe, sans résoudre tous les grands problèmes du partenariat stratégique ou non stratégique entre la Russie et les États-Unis, y compris le sous-texte, qui n'est autre que la guerre en Ukraine. Cela n'arrivera pas, mais c'est la seule chose qui préoccupe Trump. But this is the only thing that registers in Trump's mind. In fact, Trump wants to continue to talk to Putin because... En réalité, Trump veut continuer à parler à Poutine parce que ouvrons l'Arctique aux entreprises américaines. Oubliez ça. Si vous ne faites pas de concessions sérieuses, ce que vous ne ferez pas, car l'état profond vous mettrait littéralement une balle dans la nuque, cela n'arrivera pas. Mais les Russes sont des maîtres dans l'art de... Je dirais que les Russes utilisent une feinte brésilienne avec Trump. Et ça marche. Ça marche parce que cela laisse Trump encore plus abasourdi et confus qu'il ne l'est déjà en permanence. Mais l'événement le plus important de la semaine dernière, c'est que cela a changé la donne. Et cela a changé la donne en lien avec l'OCS, la proposition de gouvernance mondiale du président Xi, la rencontre en face à face entre Poutine et Xi ici à Pékin, le défilé ici à Pékin le lendemain, et tout ce qui a été discuté à Vladivostok, où l'Eurasie était omnisante. Forte présence d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est, pas malheureusement de Mohammad Marandi, ni de Nima Al-Khorshid d'Asie de l'Ouest. Il n'y avait pas beaucoup d'Iraniens à Vladivostok cette année. Bien sûr, car l'Iran a de sérieux problèmes à résoudre chez lui, et la possibilité d'une nouvelle attaque, probablement en lien avec les États-Unis et Israël. Et quelques Africains également, très peu de Latino-Américains. Mais il s'agissait d'un forum eurasiatique. C'est comme si ce forum de l'Eurasie complétait le forum géopolitique de l'OCS. C'était donc le bras géoéconomique pour une grande partie de l'Eurasie concernant nos prochaines étapes. Voilà les amis, encore une fois Mao Zedong, la révolution n'est pas un dîner de gala, mais elle peut commencer par une tasse de thé ou un sommet à Vladivostok. Professeur Marandi, je pense que ce que Pepe a mentionné à la fin de ce qu'il a dit, c'était l'attaque contre l'Iran. Et voici ce qu'a déclaré le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat. L'attaque israélienne contre Dahia sera répétée et à une plus grande échelle dans toute la région si nous ne nous unissons pas pour faire face à la menace sioniste.
Un front, quand on pense à l'Iran, serait la manière dont l'Iran considère la Chine, la Russie, ainsi que les sommets des BRICS et de l'OCS comme un moyen de gagner une certaine dynamique sur le plan économique et sécuritaire. Mais l'autre aspect serait régional, comme l'a dit le chef du Conseil politique suprême du Yémen. Quel est votre avis à ce sujet? Eh bien, Pepe a parfaitement expliqué ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Et je pense que c'était aussi une excellente occasion pour les Iraniens et les Chinois, ainsi que pour les Iraniens et les Russes, de s'exprimer. Le président a eu une très longue réunion privée avec le président Poutine. Elle a duré 2 heures. Et compte tenu de tout ce qui se passait, 2 heures, c'est très long pendant ces 3 ou 4 jours où il y avait près de 30 chefs d'État en Chine. De plus, les Iraniens ont conclu de très bons accords avec les Chinois concernant la coopération économique et l'investissement. Je pense que les 2 pays vont se rapprocher encore davantage. Ironiquement, je pense que ce qui s'est passé au Qatar renforce encore plus cette réaction, car cela montre une fois de plus que négocier avec les États-Unis est inutile. Vous pouvez être le Qatar et quand même être bombardé, alors imaginez l'Iran. Je veux dire, que peut faire l'Iran pour que les États-Unis se comportent normalement comme un pays normal? Que peut-il faire pour que les Européens se comportent comme des êtres humains normaux? Rien. Ce n'est pas faisable. Je veux dire, le Qatar est le plus obéissant de tous les serviteurs des États-Unis dans le monde. Ils arrosent les Américains et les Européens comme personne d'autre. Je veux dire, les élites, les politiciens, les diplomates, les journalistes, tout le monde, quand ils vont au Qatar, ils séjournent dans les meilleurs hôtels. Bref, le fait est que... Exactement. Je me souviens qu'une fois j'étais dans un hôtel au Qatar, j'y avais été invité par Al Jazeera. Je ne citerai pas le nom de l'hôtel, mais c'est l'un des hôtels les plus connus. Je suis monté prendre le petit déjeuner le matin, et il y avait un buffet immense. C'était mieux que dans les hôtels 5 étoiles ordinaires. J'étais la seule personne présente. Il n'y avait personne d'autre. Et il y avait environ 5 jeunes hommes et femmes qui attendaient pour me servir. C'était inconfortable. Je voulais manger quelque chose, mais ils attendaient tous de voir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Que peut donner de plus le Qatar? Et le Qatar avance dans une direction où finalement, lorsque l'énergie sera épuisée ou quand cela arrivera, ce sera un désert, car ils font rien pour en faire un pays comme Singapour. Et c'est pareil pour les Émirats d'ailleurs. Tout semble beau et fantastique, mais ils ne le développent pas comme un vrai pays. Il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir qui existe vient de l'OTAN, il vient des États-Unis. Si cela est retiré, il ne reste rien. C'est une coquille vide. Tous ces régimes sont des coquilles vides. Même la Turquie l'est. Son économie est structurée de telle manière que si les Américains coupent les vivres, tout s'effondre. Ils ne peuvent pas supporter les sanctions. Et elle est liée à l'Occident. L'OCS offre cette alternative. Et l'OCS devient un peu comme les BRICS, comme nous le savons tous aujourd'hui. L'OCS n'était pas initialement conçu pour devenir, vous voyez, les BRICS se rapprocher de l'OCS et l'OCS se rapprocher des BRICS. Et cela, je pense, est très important pour les mois et les années à venir. Vous savez, j'ai une expérience personnelle que je pense pertinente pour notre discussion. Lorsque les négociations nucléaires avaient lieu entre l'Iran et le P5+1, ou le P4+1 avec les Américains en coulisses, à Vienne, pendant le mandat du président Raisi, j'ai dit qu'au milieu des négociations, la guerre en Ukraine avait commencé. Et j'ai dit aux journalistes occidentaux et aux élites qui venaient discuter à Vienne que l'hiver approchait pour les Européens parce qu'ils avaient coupé le commerce. Mais plus important encore,
Ils avaient rompu leurs relations énergétiques avec la Russie. Et s'ils voulaient assurer leur sécurité énergétique, ils devaient conclure un accord avec l'Iran. Ainsi, ils pourraient investir dans le pétrole et le gaz iranien, et leur avenir serait assuré. Eh bien, les Européens, étant les faibles qu'ils sont, ont accepté, et nous avions le texte final, puis il a été soumis aux Américains, et ils ont rechigné. Biden n'a pas signé. Les élections de mi-mandat approchaient, et même si le chef de la politique étrangère de l'UMERON à l'époque disait « C'est un bon accord, ce texte est bon, et j'espère que les Américains l'accepteront », Biden ne l'a pas signé. Et puis il y a eu la révolution de couleur en Iran, ou du moins la tentative d'une révolution de couleur. Ce n'a jamais été quelque chose de très important, et cela n'avait rien à voir avec Mahsa Amini, la pauvre jeune femme. Il n'y a jamais eu de preuve qu'elle ait été battue. Les images ne le montrent pas. Les preuves montraient qu'il s'agissait d'une volonté de s'orienter vers l'Occident. Beaucoup de jeunes croient au récit occidental, qu'il suffit de conclure un accord avec l'Occident pour que tout aille bien, que l'économie redevienne normale et qu'on vous traite en amis. Et comme je l'ai dit, ces dernières années ont tout changé. Aujourd'hui, de jeunes étudiants viennent me voir dans les couloirs pour me dire « Je me suis trompé », ou certains de mes anciens étudiants me contactent pour me dire « Je me suis trompé ». Ou alors ils m'envoyaient des messages en disant « Nous nous sommes trompés et tu avais raison ». Tout a changé à la suite des événements de ces 2 dernières années et la mentalité de beaucoup de gens a évolué. Mais de toute façon, ensuite il y a eu les émeutes à Téhéran et dans d'autres villes, la soi-disant tentative femme-vie-liberté, vous savez, une tentative de révolution de couleur. Et les Européens et les Américains, leurs calculs ont changé et ils n'ont pas conclu l'accord. Eh bien maintenant nous avons un deuxième gazoduc qui a été convenu entre les Russes et les Chinois, la force de Sibérie 2. D'où viendra le gaz? Il viendra de ces régions qui exportent actuellement du gaz vers l'Europe. En d'autres termes, depuis la péninsule Yamal, il était censé approvisionner les Nord Stream. Et maintenant, il va approvisionner la Chine. Oui, donc même si demain, les Européens décident qu'il faut renouer des liens avec Poutine, c'est trop tard. Ils ont perdu. D'ici 5 ans, en 2030, si tout se passe comme prévu, ces approvisionnements seront déjà engagés envers la Chine. Donc en ce moment, les Européens font déjà face à une crise énergétique. On assiste à la désindustrialisation de l'Allemagne et de l'Europe du Nord, et cela va continuer. Ils sont liés aux États-Unis et vont devoir recevoir du gaz américain très cher grâce au président américain brutal. Mais dans 5 ans, ce sera pire qu'aujourd'hui. L'Europe a signé son propre arrêt de mort. Elle a détruit son économie et elle aurait pu conclure cet accord avec l'Iran. S'ils avaient fait cet accord, imaginez comment les choses seraient aujourd'hui. Ils auraient investi dans le gaz iranien. L'Iran possède les 2e plus grandes réserves de gaz après la Russie. Ils auraient investi dans le pétrole iranien et ils auraient échappé à cette crise. Mais ils ont brûlé leurs ponts avec les Russes. Ils ont brûlé leurs ponts avec les Iraniens. Ils ont brûlé leurs ponts avec les Chinois. Et donc le sort de l'Europe est scellé. Elle n'a pas d'avenir. L'Europe est finie, à moins qu'il ne se produise quelque chose d'extraordinaire, ce qu'aucun de nous ne peut prévoir. Exactement. Mais l'Europe est finie. Ils se sont infligés cela eux-mêmes. Leur obéissance aux États-Unis, leur arrogance envers l'Iran, les Russes et les Chinois, mais surtout leur obéissance aveugle aux États-Unis les a menés à ce stade. Donc cet hiver européen, je viens de lire quelque chose, je crois que c'était dans Politico, je n'ai pas lu l'article, mais il disait « le siècle européen de l'humiliation ». Oui, comme le siècle chinois de l'humiliation. Le siècle européen de l'humiliation qui commence maintenant. Exactement. Exactement.
Oui, Pepe, je pense que ce que le professeur Marandi a dit à propos de l'Europe, et nous avons appris que le représentant européen s'est rendu à Washington pour discuter avec Donald Trump et son administration de la possibilité de mettre plus de pression sur la Russie. Et nous avons eu Blinken qui a suggéré à l'Inde, si vous voulez vous rapprocher des États-Unis, je parle du secteur commercial aux États-Unis, il a dit que vous pourriez quitter les BRICS. Il y avait 3 conditions. Le renforcement du dollar en faisait aussi partie. C'est incroyable, l'arrogance de ces gens. Oui, désolé. Oui, on devrait arrêter de prêter attention à ces idiots. Franchement, ces gens ne pourraient même pas gérer un stand de hot dog. Tu sais, ils se font passer pour des responsables gouvernementaux et tout ça, c'est ridicule. Mais les Européens, non, personne en Europe ne leur prête attention, à part la partie endoctrinée, tu sais, surtout les Britanniques, les Allemands et les Français. Par exemple, les Italiens, ils ne leur prêtent plus attention. Mais les Italiens, ils ont ce côté anarchique. Et bien sûr, ils savent vivre. Ils prennent soin de leur vie et l'améliorent. Et ils se moquent du gouvernement, de toute forme de gouvernement, ou des politiciens d'ailleurs. Mais je dirais que le suicide en série de l'Europe, c'est devenu une caricature. Ils deviennent la parodie de leur propre désastre, en fait. Et c'est jour après jour. Chaque fois que l'un de ces idiots ouvre la bouche, c'est toujours la même chose. Ce type, Stoltenberg, qui fait office de secrétaire général de l'OTAN, l'un des Néerlandais les plus stupides de l'histoire. Et je peux le dire parce que la famille de mon père est néerlandaise, donc je connais un peu ces gens-là. Qu'a-t-il dit l'autre jour? C'était quelque chose de tellement extravagant. Et bien sûr, il retourne tout à l'envers, comme « Oh merde, la femme estonienne, complètement folle ». Je pensais que tu voulais peut-être dire quelque chose sur la Finlande qui aurait gagné la Seconde Guerre mondiale, ou quelque chose comme ça. Non. Ce qu'il a dit était encore pire. C'est venu d'un Finlandais, en fait, quelque chose dans ce genre. Donc vous savez, pourquoi prêter attention à tout ça? Trump, au moins Trump a ceci. La Chine n'excelle pas dans les sciences sociales. Exactement. La folie totale estonienne. La Chine n'est pas douée en sciences sociales. Si tu emmènes cet imbécile à l'université Fudan à Shanghai, par exemple, elle ne pourrait même pas nettoyer les sols de l'université Fudan, qui, comme Mohamed le sait, est d'ailleurs l'une des meilleures universités de Chine pour les sciences sociales. Donc tu sais, c'est une perte de temps pour tout le monde, en fait. Les Européens s'en fichent. Tu vois, j'ai passé un peu de temps en France avant de revenir en Russie et en Asie. Et j'adore parler avec des gens ordinaires, des gens normaux qui ne suivent pas la politique. Des pêcheurs en Bretagne, ce genre de personnes. Des agriculteurs en Normandie, tout ça. Et ils disaient, eh bien, on s'en fiche complètement de ces gens-là. Et ils ne nous représentent pas. Tout d'abord, ils détestent la France en tant qu'État-nation. Ils détestent la culture française. Ils ne nous représentent pas. Ils suivent simplement les dictats de Bruxelles, aveuglément. Et ils veulent nous dépouiller, en termes d'impôts, en détruisant ce qui reste de l'État-providence. Ce qui est précisément l'une des raisons pour lesquelles le dernier gouvernement français vient de s'effondrer il y a 1 ou 2 jours. Et le FMI pourrait leur rendre visite prochainement. Tu paries, exactement. C'est tellement frappant quand on compare la turpitude morale, la décadence intellectuelle de l'Europe, et puis on prend l'avion, on arrive ici à Pékin, et on voit, waouh, une superpuissance renouvelée, sûre d'elle-même. Mais c'est au-delà de tout. Je n'ai pas encore réussi à l'assimiler. Je suis arrivé d'Europe il y a un peu plus d'1 semaine,
et je suis encore frappé par les comparaisons. Votre esprit est complètement bouleversé. Par exemple, il y avait, 3 ou 4, il n'y avait aucun Européen à Vladivostok. 0. Rien. Sans parler de leurs médias. Je ne me souviens pas avoir vu de médias européens à Vladivostok. Donc, l'avenir se forge en Eurasie, en Asie de l'Est, et ils en sont totalement inconscients. C'est comme s'ils s'étaient résignés à perdre la course et à devenir insignifiants au XXIe siècle. Ils n'ont rien à offrir. En fait, ils n'ont rien à offrir à la planète. Non seulement ils n'ont rien à offrir à leurs propres citoyens dans les États-nations de lui-même, imaginez ce qu'ils peuvent offrir au reste de la planète. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'Estonienne, complètement folle, qui ouvre la bouche et embarrasse 450 millions d'électeurs européens à chaque fois qu'elle parle. Incroyable. Et une autre chose en Chine, les conversations que j'ai eues ces 3 ou 4 derniers jours ici, avec certains des plus grands intellectuels de l'intelligentsia chinoise, ils restent très modestes. Ils ne se vantent de rien, même pas du fait qu'ils sont désormais essentiellement les leaders du XXIe siècle. Point final. Sur le plan géopolitique et géoéconomique. Mais vous savez, c'est toujours « Non, nous devons faire mieux. Nous ne sommes pas assez forts. » Bon, maintenant il faut expliquer à la majorité de notre population pourquoi la direction se sent confiante, que la Chine doit être plus affirmée dans les relations internationales, et tout ça. Ils ne se vantent de rien. C'est assez impressionnant. Et ce sont des personnes très très instruites, des gens qui ont beaucoup voyagé. Ils connaissent aussi bien l'Occident. Donc, ce sens de l'humilité, et vous savez, c'est fascinant. Et si l'on compare, encore une fois, avec ce que Mohammad disait tout à l'heure, l'arrogance mêlée d'ignorance des soi-disant élites politiques occidentales. Mais dans le cas des États-Unis, cela atteint des niveaux intergalactiques. Quand l'imbécile qui a inventé la guerre des tarifs dit ouvertement que la Russie, la Chine et l'Inde sont des sangsues, comment peut-on répondre à cela? C'est le summum de l'imbécilité chez un responsable gouvernemental relativement important. Oui, ce n'est pas si étrange. Ce genre de comportement que tu as mentionné, Pepe, n'est pas si étrange pour les Iraniens. Je pense que c'est parce que l'humilité fait partie de la culture des pays orientaux, n'est-ce pas, professeur Marandi? Oui, je veux dire, le problème de l'Occident, bien sûr, a toujours été son arrogance. Vous savez, je pense en fait que si l'Union soviétique ne s'était pas effondrée, l'Occident ne serait pas dans un état aussi pitoyable aujourd'hui. Mais leur arrogance n'a fait que s'amplifier. Cela a empiré dans les années 1990. Et ils pensaient vraiment que c'était la fin de l'histoire, même lorsque Fukuyama a fait marche arrière. Oui, oui. Et même lorsque Fukuyama a en quelque sorte nuancé cette idée, c'était la perception générale. Et cela a influencé le reste du monde. Beaucoup de personnes qui étaient critiques envers l'Occident se sont tournées vers lui. Beaucoup ont abandonné leur idéologie de résistance. Même en Iran, certains de ceux qui étaient les plus critiques envers les États-Unis dans les années 1980 et au début des années 1990 ont changé de camp et sont devenus libéraux et pro-occidentaux. Les États-Unis, les Européens, ils avaient tout. Et si vous remontez aux années 1990, c'est comme un monde complètement différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Complètement différent. Et ils sont devenus encore plus arrogants. Ils ont été arrogants pendant des siècles. C'était un monde eurocentrique. Vous pouvez lire leurs œuvres orientalistes, que ce soit sur la Russie, notre région, ou ce qu'ils appelaient l'Extrême-Orient. Même les termes, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, tout cela est eurocentrique. C'est le langage de l'Empire. Mais en tout cas, leur arrogance a toujours été là. Mais maintenant, cette arrogance repose sur du vide. C'est une coquille vide. Je veux dire, Pepe a été en Chine.
il dit à quel point Pékin est impressionnante. Pékin est la grande ville la moins impressionnante de Chine que j'ai jamais visitée. Donc si Pékin est impressionnante, je veux dire, j'étais à Tianjin il y a quelques semaines pour la première fois. Je n'y étais jamais allé auparavant. Très impressionnant. C'est le cas. Ou Guangzhou, ou Shenzhen, ou Chengdu, ou Chongqing, oh quelle belle ville, ou Ningbo. Toutes ces villes me paraissent plus impressionnantes que Pékin. Et elles ont toutes des décennies d'avance sur tout ce que j'ai vu en Europe ou en Occident. Des décennies d'avance. Et l'écart ne cesse de se creuser. Encore une fois, si l'on revient à l'avenir de l'Europe, et c'est aussi vrai pour les États-Unis, mais d'une manière différente. Et même si les États-Unis sous Trump poussent de plus en plus l'Europe vers l'abîme, cela finira par nuire aux États-Unis, car si vous détruisez vos propres alliés, cela vous affaiblit. Un empire a besoin d'alliés puissants. Un empire n'a pas besoin d'alliés qu'il doit porter. Des alliés appauvris et brisés. Les États-Unis, je veux dire leur propre crise économique interne, vont bientôt les frapper de plein fouet. Je veux dire, elles sont déjà là, mais la situation va empirer aux États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelque chose dont Pepe parle, et d'autres comme Alastair Crooke en parlent depuis des années. Les États-Unis sont en déclin. Ils vont continuer à décliner. Mais même si l'on met ça de côté, le déclin de l'Europe est en soi le déclin de l'Empire. C'est le déclin des États-Unis. Parce que, comme je l'ai dit, l'Empire a besoin d'alliés puissants. Donc la Chine est bien en avance sur l'Europe, mais il la méprise. Vous savez, ces Chinois, ils ne sont pas doués en sciences sociales. Les Russes ne sont pas bons non plus. Vous savez, les Iraniens, bien sûr, eh bien, les missiles iraniens, ils ont vaincu le régime israélien, même si toutes ces bases dans le Golfe Persique et en Turquie, ainsi que l'espace aérien de l'Irak et de la Jordanie, ont été utilisées par les Israéliens, et que l'ensemble des systèmes de défense aérienne américains et européens étaient là pour aider les Israéliens. Leurs armes étaient là pour aider les Israéliens, à la fois en défense et en attaque. Le régime israélien a perdu. Ils ont perdu face à de jeunes ingénieurs iraniens. Ils ont perdu face à de jeunes conducteurs de chameaux et têtes enturbanées d'Iran. Leur empire n'est qu'une coquille vide. Leur arrogance aujourd'hui est totalement injustifiée. Par le passé, lorsqu'ils avaient la première économie du monde, ou l'une des premières économies du monde il y a des décennies, l'arrogance, bien sûr, n'a jamais été une qualité positive. Mais Marajikwain n'est pas juste à fière arrogance. Aujourd'hui, il ne sait rien. Oui, exactement. Merci beaucoup, professeur Marandi et Pepe. Ce fut un grand plaisir. Les deux personnes les plus cool de tous les temps. Et le meilleur Brésilien aussi. Non, 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 non. Je m'en tiens à mon doute victorieux. On en parle demain. Ce qui aussi, si les gens, l'un des points clés de tout le défilé était le discours du président Xi, oui. Et il a parlé de oui. Et je pense que là où il mentionne Mao, c'est quelque chose que les gens doivent examiner de plus près. J'ai acheté son dernier livre, La modernisation de la Chine, qui est une collection de citations tirées de plusieurs discours passés, en fait, depuis 2012. Et c'est fascinant parce qu'il y a des années, il parlait déjà de gouvernance mondiale. Ce n'est pas apparu seulement ces 2 ou 3 dernières années. Il en parlait déjà en 2015, 2016. Cela montre donc une certaine cohérence. Et c'est fascinant. Aujourd'hui, j'ai revisité la tour de la cloche et la tour du tambour. Et c'est fascinant, totalement chinois. Ils les décrivent depuis la dynastie Yuan jusqu'à la Ming, puis la Qing, l'architecture comme de la musique. Et ils font aussi un parallèle avec la bonne gouvernance. Et là, évidemment, je me suis dit, OK, je vais essayer d'écrire une chronique en essayant de lier architecture, musique, dynastie impériale en Chine, gouvernance mondiale,
Et ce qui s'est passé la semaine dernière ici à Pékin. China global governance and what happened last week here in Beijing. Let's Well, see. you know, if I can something- pull it up. Voyons voir. Well, you know, Eh bien, tu sais, Pépé, quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'avant le siècle de l'humiliation, pas celui des Européens qui commence, mais avant le siècle de l'humiliation chinoise, ils étaient la plus grande économie du monde. They were the largest economy in the world. Yes, until 1750, roughly. Oui, jusqu'à environ 1750 ou 1760. Donc cette prédominance de l'Occident a duré 250 ans. C'est pas beaucoup. Ça n'a jamais été 500 ans. Donc, en termes historiques, c'est un grain de sable. Ce n'est rien. Et maintenant, on revient à ce que c'était, l'Eurasie comme centre de l'activité économique de la planète. C'est naturel, non? Activity on the planet. So natural, isn't it? Yeah. Yeah. Thank Oui. you so much. Merci beaucoup à vous deux. Thank you guys. You totally rock. Thank you for having me. Not as Merci les gars. Vous êtes géniaux. Pas autant que Mao. Merci.